Tout le monde dort. Sauf elle. Minuit. Les flammes des chandelles vacillent dans la grande salle du palais de Vincennes. L'air est figé, comme si le temps lui-même refusait d'avancer. Dans l'obscurité épaisse, un lit royal se dessine à peine. Sur ses draps blancs, un corps immobile repose. C'est le roi Jean Ier, surnommé le Posthume, à peine âgé de 5 jours. Mort, froid, déjà trop tard. Les serviteurs se signent, les prêtres marmonnent des prières. Mais dans les couloirs, les murmures se propagent plus vite que les psaumes. Une question brûle les lèvres, chuchotée, interdite. Qui a tué le roi? Et surtout, pourquoi Jeanne de Bourgogne ne pleure-t-elle pas? Jeanne est là, droite, impassible, entourée de ses dames d'honneur. Sa robe de deuil noir glisse sans bruit sur les dalles de pierre. Ses mains sont jointes, mais ses yeux ne brillent d'aucune larme. Elle regarde fixement le corps du nourrisson royal. Et soudain, comme un frisson, une idée naît dans les esprits les plus hardis. Et si c'était elle? Ce n'est pas la première fois que la mort frappe si soudainement les rois de France. Mais cette fois, il y a quelque chose d'étrange, d'inexplicable. Et ce malaise s'épaissit lorsque l'on se souvient des rumeurs entourant la naissance du jeune roi. Jean Ier était le fils de Louis X, le Hutin, roi de France, et de Clémence de Hongrie. À la mort soudaine de Louis X, Clémence, enceinte, donne naissance à Jean, héritier légitime. Mais 5 jours plus tard, l'enfant meurt sans explication claire. Certains parlent d'une faiblesse de santé, d'autres d'un poison lent glissé dans son lait. Et dans l'ombre de ce deuil national, un nom revient avec insistance. Jeanne de Bourgogne, l'épouse de Philippe V, frère du défunt Louis d'A. Comment une reine, fille de Robert II de Bourgogne, a-t-elle pu devenir le centre d'un scandale empoisonné? Il faut remonter quelques années en arrière, à une époque où l'honneur des femmes se mesurait à la virginité de leur regard et la loyauté à leur capacité de donner des héritiers. Jeanne, jeune fille noble, épouse Philippe de Poitiers en 1307. Leur union, d'abord politique, devient rapidement l'un des centres de pouvoir les plus solides du royaume. Mais en 1314, tout bascule. Le scandale du Tour de Nesle éclate. Marguerite de Bourgogne, épouse de Louis d'A, est accusée d'adultère, ainsi que Blanche et Jeanne de Bourgogne. Les 3 belles filles de Philippe IV le Bel sont arrêtées, emprisonnées, humiliées publiquement. Marguerite mourra en détention. Jeanne, elle, sera emprisonnée à Dourdan. Mais curieusement relâchée peu après par son époux, Philippe. Et lorsque celui-ci devient roi sous le nom de Philippe Pain, Jeanne redevient reine. Le peuple murmure, une adultère sur le trône, une infidèle aux côtés du roi, et surtout, une femme qui, par un étrange hasard, se retrouve bénéficiaire de la mort du petit Jean Ier. Car avec sa disparition, c'est Philippe Pint qui devient roi, et Jeanne, reine de France. À la cour, les regards deviennent tranchants. Les silences pèsent lourd. Les proches du roi défunt parlent à voix basse, mais les accusations flottent dans les airs comme des spectres. Le nourrisson était en bonne santé. Clémence n'a jamais quitté sa couche. Mais Jeanne avait accès à tout. Les chroniqueurs hésitent. Certains parlent d'un délit d'étrangeté dans le comportement de la reine. D'autres n'osent rien écrire, de peur d'être brûlés. Mais une chose est sûre, cette mort arrangeait trop bien Jeanne de Bourgogne. La nuit se referme sur le tombeau du petit roi, et dans les couloirs sombres du pouvoir, un frisson glacial parcourt les pierres. Car ce n'est que le début d'une série de morts mystérieuses. Et au centre de cette spirale empoisonnée, toujours, se dresse la même silhouette. Jeanne de Bourgogne. Chaque mort lui ouvrait une porte. Lorsque le petit Jean Ier s'éteint dans son berceau, les conséquences sont immédiates. La couronne revient non pas à un héritier direct, mais à Philippe de Poitiers, frère du roi défunt. Il devient Philippe Pint, roi de France et de Navarre. Et Jeanne, autrefois traînée dans la boue comme infidèle, entre dans la cathédrale de Reims en grande pompe, acclamée, couronnée, adoubée. Le peuple oublie vite les accusations. Mais pas tous. Dans les couloirs du Louvre, des yeux surveillent. Des langues s'agitent à voix basse. Elle était en prison, et maintenant la voilà reine. Le nourrisson meurt,
et son mari monte sur le trône. Est-ce un hasard ou un plan bien ficelé? Le règne de Philippe V commence dans une atmosphère lourde. Si lui est appelé le Long, certains murmurent que c'est Jeanne qui tire les ficelles. Discrète, méthodique, elle sait se tenir à l'écart tout en étant présente partout. Mais ce n'est qu'un début. Philippe V meurt subitement, à peine âgé de 28 ans. Une fièvre, dit-on. Certains affirment qu'il s'agissait d'une tuberculose, d'autres qu'il s'est affaibli après une longue dépression. Mais dans l'ombre, un murmure persiste. Et s'il avait découvert quelque chose d'irréversible? La reine Jeanne, désormais veuve, se retire en Bourgogne. Mais à peine le deuil proclamé, un autre coup du destin frappe la cour. Charles IV, dernier fils survivant de Philippe IV le Bel, meurt sans héritier mâle. C'est la fin de la lignée directe des Capétiens. Et devinez qui reste encore debout? Jeanne de Bourgogne, toujours là. Elle a traversé les règnes, les scandales, les deuils. Ses rivales sont mortes. Les reines sont enterrées. Les enfants, disparus. Et au sommet de cette hécatombe silencieuse, elle se tient, sereine, intacte, insaisissable. Mais ce n'est pas tout. Car Jeanne a un fils, un garçon robuste, intelligent, ambitieux, Jean de Valois. Et soudain, dans le vide laissé par la mort des Capétiens directs, le chemin est ouvert. Le trône est vacant. Le peuple gronde. Les grandes familles s'agitent. Et dans la salle du trône, le nom est prononcé. Jean de Valois, fils de Jeanne. Et l'on se souvient... Trop de morts, trop de hasards, trop de coïncidences. Le bébé Jean Thuillier, mort à 5 jours. Philippe V, mort à 28 ans. Charles IV, mort sans héritier. Et Clémence de Hongrie, morte dans un accouchement endeuillé. Des morts, encore des morts. Et à chaque fois, un gain pour Jeanne. Les chroniqueurs commencent à écrire en creux. Dans leurs manuscrits, des allusions, des silences plus éloquents que 1000 mots. Certains la comparent à Agrippine, la mère de Néron. D'autres évoquent une sorcière de cour, une empoisonneuse divine, capable d'endormir ses ennemis d'un regard et d'un sourire. Mais jamais une preuve, jamais une accusation directe, seulement un vide. Et l'ascension irrésistible de son fils, Jean II, bientôt surnommé le Bon. Mais que vaut une couronne quand elle repose sur des tombes? Dans les couvents, des religieuses chuchotent que Jeanne a pactisé avec les ténèbres, qu'elle possède des herbes, des poudres, des filtres. À Paris, on prétend que ses suivantes portent toujours des gants, même en été, et qu'un médecin, trop curieux, a disparu après un dîner dans ses appartements. Le poison ne laisse pas de traces, mais les absences, elles, laissent un sillage, et ce sillage sent la mort. Elle ne régnait pas, mais tout passait par elle. Le 22 août 1350, la France salue un nouveau roi, Jean II, dit le Bon, fils de Philippe XVI de Valois, et de Jeanne de Bourgogne. Un roi couronné au nom d'un père, mais éduqué, façonné, dirigé dans l'ombre par une femme que l'histoire peine à cerner. Jeanne, désormais reine-mère, ne porte plus de couronne, mais chaque geste du roi porte son empreinte. Elle est la veuve d'un roi, la mère d'un roi. Et dans une cour remplie de rivalités, de factions, de complots, elle incarne la stabilité venimeuse que nul n'ose défier. Mais le peuple ne l'oublie pas. Les rumeurs des années passées ne se sont jamais éteintes. Elles ont seulement changé de forme, de ton. Certains disent qu'elle contrôle son fils par le chantage. D'autres qu'il est le fruit d'un autre lit, peut-être même d'un favori, ou pire encore, d'un arrangement secret entre maisons nobles dans le dos du roi Philippe V. Les conseillers de Jean II le pressent d'éloigner sa mère des affaires d'État. Ils la disent trop présente, trop influente, trop silencieuse là où il faudrait parler, trop souriante là où il faudrait pleurer. Mais Jean refuse. Il aime sa mère. Elle l'a élevée dans la prudence, dans la maîtrise, dans la suspicion. Il l'a vu gérer la cour comme un échiquier, chaque dame déplacée avec soin, chaque cavalier éliminé dans un silence feutré. Et malgré les murmures, les accusations, les allusions à l'arsenic et aux herbiers cachés. Jean croit en elle, ou feint d'y croire. Mais un événement vient troubler cette paix de façade. En 1353, le jeune Charles, fils de Jean II,
tombe gravement malade après un banquet. Les médecins parlent d'un miasme, d'un humeur noire. Mais les courtisans, eux, murmurent « Ce sont les mêmes symptômes que ceux du petit Jean sans nez. Le garçon a bu du vin, préparé par les dames de la reine-mère. » Et le soupçon revient. Encore, inévitablement, comme un poison lent dans les veines de la royauté. Charles survivra, de justesse. Mais une distance glaciale s'installe entre lui et sa grand-mère. L'enfant évite désormais ses appartements. Il refuse ses offrandes. Et dans ses cauchemars, il murmure un nom, Jeanne. Jean II, de son côté, est tiraillé. Il aime sa mère. Il craint sa mère. Il dépend d'elle. Mais il commence à sentir que son ombre est trop grande, même pour un roi. Alors, lentement, Jeanne est écartée. Pas exilée, pas accusée, mais oubliée dans le faste d'un couvent royal, sous prétexte de retraite spirituelle. Elle y vit dans le luxe silencieux, entourée de livres, de religieuses et de souvenirs. Chaque nuit, elle écrit, pas des prières, des lettres, des notes, des secrets. Certains disent qu'elle préparait un dernier acte, un testament, un aveu, ou peut-être un ultime poison. Et un jour, sans bruit, elle meurt. Pas de fièvre, pas de maladie, pas de cri. Simplement, elle cesse d'exister. La nouvelle se répand comme une traînée de cendres. Le peuple se signe, le roi pleure, brièvement. Les prêtres chantent pour son salut. Mais au fond, tous savent. Une ère vient de se clore, une ère d'ombre, de soupçons, de morts inexpliquées, d'une femme que l'on n'a jamais comprise, mais que tout le monde a craint. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car après sa mort, une servante parle. Une seule, juste une phrase, dite à voix basse dans un confessionnal. Elle avait une boîte, rouge, cachée dans un mur. Elle m'a dit de ne jamais l'ouvrir et de la brûler si elle mourait subitement. La boîte n'a jamais été retrouvée. Il n'y a pas de preuves, seulement des absences. Après la mort de Jeanne de Bourgogne, la cour respira, brièvement. La reine-mère, si longtemps omniprésente, si discrètement puissante, reposait désormais sous une dalle de marbre froid dans une abbaye de Bourgogne. Le roi Jean II déclara 3 jours de deuil. Mais au fond des cœurs, un silence plus lourd que la pierre demeurait. Que laissait-elle derrière elle? Et surtout, qu'était devenue cette mystérieuse boîte rouge? Les rumeurs enflèrent. Certains disaient qu'elle contenait des lettres, d'autres des fioles, d'autres encore un journal écrit de sa propre main, un aveu, un testament de sang, une malédiction. Un moine aurait juré avoir vu des hommes du roi s'introduire de nuit dans la cellule de la reine défunte. Une suivante aurait entendu le froissement d'un parchemin, l'éclat d'un seau brisé, les pas précipités d'un messager vers Paris. Mais rien ne fut jamais confirmé. Ce que l'on sait, c'est ceci. Peu après la mort de Jeanne, Jean II changea. Le roi, surnommé le Bon, devint plus méfiant, moins doux, moins naïf. Il renforça son entourage, limogea des conseillers anciens, fit surveiller discrètement les cousins des Valois et éloigna ses propres enfants. Un chroniqueur écrivit dans un ton voilé. Il craint l'héritage invisible de sa mère plus que le spectre d'un ennemi étranger. Et l'héritage, justement, se fit sentir. Des années plus tard, Charles VI, petit-fils de Jeanne, monta sur le trône. Il hérita d'un royaume fragile, appauvri par la guerre, divisé par les complots, mais aussi d'une histoire familiale chargée de soupçons et de silence. Lors d'un entretien privé avec ses conseillers, il aurait murmuré « Mon père fut un roi prisonnier. Moi, je ne serai l'otage d'aucun fantôme. » Mais dans la tour Saint-Antoine, une pièce resta à jamais fermée. On disait qu'elle appartenait autrefois à Jeanne, que nul n'osa plus y entrer. Qu'une odeur d'herbe séchée y flottait toujours, malgré les années. Et qu'au fond d'un mur, scellé derrière une pierre ancienne, se trouvait peut-être encore la boîte rouge. La légende était née, et avec elle, une image immortelle. Celle d'une femme élégante, immobile, tenant une fiole invisible dans l'ombre d'un trône. Une image que l'histoire officielle tenta d'effacer, de neutraliser, de rendre insignifiante, mais que la mémoire populaire ne cessa de ressusciter. Aujourd'hui encore, les historiens débattent. Jeanne de Bourgogne
Femme fidèle ou veuve noire. Victime d'un monde d'hommes ou manipulatrice silencieuse, protectrice d'une lignée ou empoisonneuse systématique. Elle n'a laissé ni aveu, ni preuve, ni défense, seulement une suite de morts et un fils devenu roi.